Bonsoir à toutes et à tous. Un sommaire, vous l'avez compris, tout à fait chargé, en phase avec l'actualité brûlante en Israël. Et on en parle ce soir avec nos invités. Guy Poran. Guy Poran, bonsoir. Vous avez été pilote d'hélicoptère, d'hélicoptère de combat dans les rangs de l'armée israélienne. Aujourd'hui, vous êtes un des principaux animateurs du mouvement de protestation au sein des réservistes de l'armée de l'air, mais pas uniquement. Mouvement de protestation contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement Netanyahou. Judiciaire. C'est intéressant d'avoir des désaccords déjà sur peut-être le choix des mots qui est tout à fait important en effet. Yom Tov Kalfon, bonjour, vous avez été député à la Knesset dans les rangs du parti de Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, le parti Yemina. Vous êtes issu des rangs de ce qu'on appelle au sens sociologique, pas au sens partisan du terme, le sionisme religieux. C'est bien évidemment beaucoup plus large que le parti qui porte ce nom aujourd'hui, celui de Bezalel Smotrich. Merci d'être avec nous également. Et puis depuis Paris, fidèle à son poste, Michael Darmon que l'on va voir apparaître d'ici un instant. Voilà, Michael Darmon, heureux de vous retrouver également ce soir. On va peut-être tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un extrait du dernier discours, de la dernière allocution télévisée prononcée par le président de l'État, Yitzhak Herzog. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Regardez. Je vais utiliser une expression que je n'ai pas encore utilisée jusqu'ici, une expression que tous les Israéliens tremblent en entendant. Ceux qui pensent qu'une guerre fraternelle est quelque chose qui n'arrivera jamais, ces gens-là ne savent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, en cette année du 75e anniversaire de l'État d'Israël, nous sommes au bord de l'abîme. Yom Tov Kalfon, on a senti le président Herzog, et bien évidemment le ton était très solennel, et puis on a senti que véritablement, c'était pas de la comédie, il ressentait lui-même que l'heure était grave, mais de là à parler de risque de guerre civile, est-ce que ce n'est pas aller un petit peu loin ? Je pense que son inquiétude en effet est sincère et qu'elle est partagée par de nombreuses personnes en Israël. Oui, il y a un risque de dégringolade. Alors pour une guerre civile, il faut être deux. Il faut qu'il y ait deux camps. Heureusement, jusqu'à présent, il y a surtout un camp qui manifeste, qui exprime sa désapprobation. Et en face, sauf que quelques petits écarts, il n'y a pas un autre camp qui s'oppose, puisque le camp qui a gagné en réalité, donc le camp de la droite, le camp qui soutient la coalition, ne manifeste pas, en tout cas, ou presque pas. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver si justement il y avait vraiment deux camps l'un en face de l'autre? Où peut-on arriver? Parce que je crois que la fracture qui sort de ces manifestations est beaucoup plus profonde et ne s'arrête pas à la réforme judiciaire. Je pense que c'est quelque chose de plus profond qui peut, oui, donc dégringoler. Il y a ici une fracture démographique, une fracture sociologique. Nous en parlions à l'époque quand il y avait eu les 4 cycles d'élections. Vous vous rappelez, nous avions formé à l'époque un gouvernement. Nous avons dit que si nous allions en 5e élection, ceci pourrait mener à la guerre civile. Lorsque nous avions dit ça il y a 2 ans, on nous regardait un petit peu avec un air un petit peu ils vont trop loin, mais en réalité oui, en fin de compte il y a eu des dégâts. Ces cycles interminables d'élections ont fait des dégâts sur la société israélienne et ont créé un clivage très profond. Clivage très profond, mais tout de même une guerre civile, Guy Poran, c'est d'un côté comme de l'autre des gens qui échangent des coups de feu, qui se tirent les uns sur les autres. On a quand même du mal à imaginer que la société israélienne, en dépit de la profondeur de ses divisions, peut arriver à de telles extrémités. Nous ne voulons pas imaginer cette situation, mais la semaine dernière, j'étais avec un groupe de pilotes chez le président Herzog, et on a entendu exactement la même chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Kalfon qu'il y a seulement une camp, et c'est vrai que dans la manifestation aux rues, c'est les gens qui sont contre la révolution judiciaire, parce que l'autre côté est dans le gouvernement et dans la Knesset en train de faire. Mais hier et avant-hier, on a déjà vu les cas de violence physique contre les manifestations. Et ça, c'est le début d'une guerre civile. On va peut-être justement voir des images des manifestations, ou plutôt des cas de violence en marge des manifestations, il faut être précis. C'était effectivement samedi dans la soirée. On va peut-être les voir et les commenter, ils vont apparaître à l'écran. Voilà. Des cas manifestement, effectivement,
c'était pas samedi soir, c'était un autre jour. Je crois que c'était jeudi dernier. Et il y a d'autres exemples, effectivement, de violence. Là, c'était samedi dans la soirée, ce que l'on voit à l'écran, vous le voyez. Là, ce sont des manifestants qui supportent le gouvernement actuel, certains avec une cagoule pour dissimuler leur visage, et qui ont tenté donc d'agresser des protestataires contre la réforme judiciaire. J'accueille également, c'est notre quatrième invité ce soir, le professeur Sami Samoucha. Véritablement, c'est l'un des sociologues israéliens les plus connus, les plus réputés de l'université de Haïfa. Sami Samoucha, professeur Samoucha, bonsoir. Vous êtes un observateur avisé de la société israélienne, vous la connaissez très bien. Est-ce que vous avez l'impression que là, on est parvenu à un niveau d'ébullition au sein de la société jamais atteint auparavant? Est-ce que, comme le président Herzog l'a dit, il y a véritablement un risque de conflit interne? Oui, on est à un point de fracture comme on n'en a jamais vu dans l'histoire d'Israël. Il ne fait aucun doute qu'il y a une confrontation entre deux camps, entre deux blocs, et que c'est une confrontation qui n'est pas seulement politique, c'est cela le problème. C'est aussi un problème de classe sociale et aussi de communauté. Et de ce point de vue, c'est beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Mmh. Il faut bien comprendre quelle est la composition de ces deux blocs. Le bloc de droite, qui est représenté par la coalition, est composé du Likoud, du sionisme religieux et des partis religieux. Ce que ces partis ont en commun, c'est qu'ils veulent un État juif et que la démocratie ne soit pas un obstacle au judaïsme de l'État d'Israël. Ils considèrent que la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité, pas une démocratie avec des droits du citoyen, avec des équilibres entre les pouvoirs, etc., etc. Ils sont opposés au partage de la terre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes sortes de mesures pour empêcher cela, reconnaître les implantations, reconnaître les avant-postes illégaux, etc. Ils veulent judaïser l'espace public tant que possible et renforcer l'identité juive religieuse aussi bien de la population que des institutions. Oui. Et c'est quelque chose qui est commun à tous ces partis. Mais au sein de ces partis, il y a aussi des intérêts qui divergent. On va peut-être revenir un petit peu plus tard, professeur Samoucha, si vous le permettez, sur les intérêts divergents au sein de la coalition et sur peut-être les intérêts divergents au sein de ceux qui s'opposent à la réforme. Mais j'aimerais m'adresser à Michael Darmon depuis Paris où il se passe 2-3 trucs ces derniers temps. En effet, quel regard vous portez sur cette société israélienne en d'ébullition? Est-ce que vous avez vraiment l'impression, avec plusieurs milliers de kilomètres de distance, qu'on est peut-être au bord d'une véritable guerre civile? Alors, je ne sais pas si c'est les kilomètres de distance qui peuvent mesurer cela, ou plutôt, au fond, le rapport à l'histoire lorsqu'on regarde comment les nations s'élaborent et les nations se construisent. Au fond, en écoutant tout à l'heure le président Herzog, je me disais, même qu'on l'entend depuis quelques jours, je me disais, au fond, ça peut évoquer aussi ce qui s'était passé dans cette relative jeune nation à l'époque qui était les États-Unis et qui ont vécu une guerre de sécession parce qu'une centaine d'années après l'édification de ce pays, après la déclaration d'indépendance, il y avait des questions fondamentales qui n'étaient pas réglées, sur notamment la question de la liberté, sur la question de l'esclavage, sur la question diverses et variées. Il n'est pas question de faire de la comparaison, bien évidemment, mais en termes de perspective historique dans l'élaboration d'une nation, puisque au fond, ce qui frappe l'opinion et ce qui frappe les esprits, c'est que Israël n'a que 75 ans. Que 75 ans. C'est-à-dire c'est un pays quasi enfant. Et de ce point de vue-là, il y a une crise de maturité, il y a une crise de croissance qui est au fond celle à laquelle je pense on assiste et qui, lorsqu'elle elle sera dans une perspective historique, peut-être apparaîtra-t-elle comme étant un moment où il fallait clarifier
des notions, des principes, des contradictions qui n'avaient pas été clarifiées, qui avaient été mises sous le tapis parce qu'il y avait d'autres urgences, en particulier sécuritaires. Vous savez, il y a eu un ponte du Congrès juif mondial, il y avait des années de cela, qui avait écrit un livre au titre frappant, Israël en danger de paix. Il disait que lorsque la paix commencerait à arriver aux frontières d'Israël, alors toutes les contradictions internes de la société rejailliront. Ouais, en tout cas, pour l'instant, là, on a les deux dangers. On a des risques de guerre et à la fois des risques de conflits internes très acerbés, très exagérés, très poussés. Israël, une intégration dans la région, alors il y a maintenant, je dirais, par la force aussi des circonstances politiques, un moment où Israël est en train de se regarder et de se dire qu'est-ce qui fait que l'on vit ensemble. On l'avait évoqué lors d'une émission précédente, l'Israël de 48, de la déclaration d'indépendance, manifeste, proteste, résiste, veut que les valeurs qui ont fondé cette société israélienne jusqu'à présent soient maintenues. Un autre Israël a grandi entre-temps, qui ne se reconnaît pas entièrement dans ses valeurs, qui est dans une démarche beaucoup plus religieuse, beaucoup plus, je dirais, orthodoxe, et qui correspond aussi à ce mouvement mondial populiste qui s'installe sur la planète et qui prend la tête de plusieurs pays. Ouais. Et je crois que cette hybridation de raisons amène Israël à cette épreuve de vérité aujourd'hui. Professeur Samoucha, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michael Darmon, à savoir que c'est ce qu'on appelle le second Israël qui est partisan globalement de cette réforme et qui empêche le premier Israël, celui des fondateurs et de leurs descendants, eh bien, de maintenir le socle de valeurs sur lequel s'était créé l'État d'Israël en 1948. Oui. Mais j'aimerais préciser quelque chose à propos de ce qui vient d'être dit. La droite, les groupes qui forment la droite, ce sont les juifs orientaux, les juifs originaires de Russie, les juifs originaires d'Éthiopie et le mouvement révisionniste, en tout cas les descendants du mouvement révisionniste. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont dans les couches sociales les moins favorisées. Et cette droite est majoritaire parmi la population juive, mais n'est pas la majorité quand on prend l'ensemble de la population. Si on compte les citoyens arabes, eh bien, on a plus ou moins une égalité entre les deux camps. Malgré tout, la droite a une majorité politique, et c'est certain parmi la population juive. Mais cette droite a échoué à transformer sa force politique dont elle dispose depuis 1977 en une force culturelle, en une force économique et autres. Les élites demeurent. Les élites de l'autre bloc, ce sont des Ashkénazes, en général non pratiquants, qui sont les descendants des fondateurs de ce pays. Et de là vient cette confrontation de force. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on a une coalition, on n'a que la droite. La droite a toujours été dominante, mais n'a jamais gouverné seule. Et pour la première fois, on a la droite qui gouverne seule. Et cette droite veut traduire sa force politique en une force économique, en une force culturelle et judiciaire. J'aimerais tout de même faire réagir Guy Poran et Yom Tov Kalfon également. Est-ce que Guy Poran, vous sentez l'incarnation de ce que l'on appelle le premier Israël, l'Israël ashkénaze, laïque, de gauche? Est-ce que véritablement on peut, comme le dit le professeur Samoucha, résumer la division de la société israélienne d'une manière aussi schématique? Bon, c'est quelque chose qui existe dans certains niveaux, c'est quelque chose qui est utilisé sans arrêt par Bibi Netanyahu et les Likoud et les droites, mais toujours, tout le monde, par exemple, pour nous, les pilotes, tout le monde dit, mais vous êtes privilégiés, vous êtes ashkénazes, et il n'y a pas d'équilisation des gouvernements. Mais c'est complètement exagéré, parce que la plupart des commandants de l'armée, la plupart des juges, la plupart des gens, même dans la force aérienne, il y en a des ashkénazes et des séfaradis. Pour nous,
Moi, mes parents, mes grands-parents ont créé le premier kibbutz en Israël il y a 100 ans. Pour moi, cette histoire des Ashkénazes et des Séfaradis, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est quelque chose qui est seulement utilisé par la politique. C'est pas la vérité. Mais tout de même, lorsqu'on regarde les données de sociologie électorale, on voit que cette réalité est encore présente et qu'en grande partie, lorsqu'on est Yom Tov Kalfon d'origine, comme vous d'ailleurs, nord-africaine ou orientale, on a plutôt tendance à voter en faveur des partis religieux ou de la droite, et inversement, lorsqu'on est d'origine européenne, plutôt tendance à voter pour le centre ou la gauche. C'est encore une réalité. Mais ça ne va pas que dans le vote. Moi, je vais aller plus loin parce que justement, je suis d'accord avec le professeur Samoura. C'est que cette réforme de la justice, en réalité, elle fait sortir cette fracture. La Cour suprême, 15 juges à la Cour suprême, on garde le siège séfarade. Ça s'appelle comme ça. Il y en a 2 actuellement. Oui, non, mais on dit à qui c'est à Sfaradi. Il y a le siège 1 sur 15, alors qu'on a 50% de la population, voire plus, qui est séfarade, mais il y a 1 ou 2 sièges sur 15. Donc c'est très révélateur. Et on voit bien qu'en réalité, la Cour suprême est gardée par cette élite de gauche, ashkénaze, laïque, etc. Et que dès qu'on veut un petit peu, comme on dit en hébreu, pousser le fromage, c'est-à-dire un petit peu ramener un certain équilibre, ça crée une révolte. Et c'est une révolte qui existe dans d'autres secteurs. Il y avait des études qui ont été faites, 91% des professeurs d'université en Israël sont ashkénazes. Encore une fois, donc bien au-delà des proportions de la population. Donc donc vous avez dit tout à l'heure, la droite gagne les élections depuis 1977, mais la gauche est encore au pouvoir à la Cour suprême, dans l'académie et dans les élites économiques. Donc on a un réel problème. Michael Darmon, vous vouliez réagir? Michael. Oui, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'avais pas mis en avant le fait qu'un groupe voulait empêcher un autre d'exister. Ce que je remarque en termes de trajectoire historique d'un pays, c'est qu'à un moment donné, parfois, la confrontation, elle est inévitable. Et sans préjuger de quelle forme elle peut prendre. J'ai pris l'exemple de la guerre de sécession, il y a d'autres confrontations qui peuvent exister. Ça, c'est la première des choses. On a assisté aussi en Israël, quand il fallait installer le pays, à des moments, notamment lorsque Ben Gurion fait tirer sur un bateau, l'Altalena, avec des ennemis politiques, des adversaires politiques en face, de l'Irgun, c'est un juif qui tire sur des juifs. On a assisté aussi, malheureusement, à l'assassinat d'un Premier ministre en Israël, perpétré par un juif. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de tabou en Israël. Moi, ce qui me frappe également, c'est de voir que, au fond, ça dépasse les déterminants, je dirais, culturels ou d'origine, tels qu'ils sont mentionnés sur le plateau depuis quelque temps. Parce qu'effectivement, on le fait souvent remarquer, les tenants aujourd'hui de ce second Israël, en particulier certains qui sont au gouvernement, ne sont pas forcément parmi les plus voyants des séfarades. Je pense que, par exemple, qu'à M. Smotrich ou d'autres. De ce point de vue-là, ça c'est important de signaler. Et puis il y a aussi cette démarche, parce que j'entends beaucoup évidemment ce débat gouvernement de gauche, enfin gouvernement en tout cas personnalité de gauche qui défile, mais les élites israéliennes qui sont celles de la high-tech et qui se définissent comme étant un mouvement culturel libéral contre la réforme actuelle, n'ont pas grand-chose à voir avec la gauche telle que l'histoire de la gauche la connaît. C'est-à-dire ce ne sont pas des collectivistes, ce ne sont pas des communistes, ce ne sont pas des gens qui sont pour la répartition. C'est une autre catégorie très israélienne, très particulière à Israël. C'est tout à fait juste. Mais tout de même, la question, et je la pose au professeur Samoura, c'est que ces tensions, ces différences, ces désaccords, ces tensions communautaires également, pour ne pas dire ethniques, elles existent dans bien des pays. Pourquoi en Israël, alors que, en principe, une démocratie, c'est censé justement gérer les tensions d'une manière pacifique, apaisée, d'une manière civilisée, c'est ce qui différencie les démocraties peut-être d'autres régimes. Pourquoi en Israël on en arrive, professeur Samoura, à évoquer des risques de conflits armés entre citoyens? C'est cela une guerre civile. Ouais.
Écoutez, parce que la démocratie en Israël est une démocratie faible. Elle a toujours été faible, ça n'est pas une démocratie libérale, elle représente uniquement une partie de la population et il est faux de voir cette lutte actuelle comme une lutte entre communautés. En réalité, ce sont des élites ashkénazes de droite qui luttent contre des élites ashkénazes du centre et de gauche. Parce que les séfarades ne font pas partie de ces élites du tout, ne participent pas à ces luttes en tant qu'élites. Pour la droite ashkénaze qui mène toute cette réforme, cette droite a une idéologie très différente de celle de la droite du centre gauche libéral ashkénaze. Et c'est pourquoi ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est pas une lutte pour ou contre la réforme judiciaire. Aujourd'hui, le statu quo historique de l'État d'Israël s'est brisé. Oui. Et l'opposition à cette réforme ne se contentera pas qu'on interrompe, qu'on annule cette réforme. Il réclame aujourd'hui une constitution pour l'État d'Israël. Il réclame un changement dans les relations entre État et religion. Ils parlent aussi de l'occupation. Ils veulent résoudre la question de l'occupation. Donc les grandes questions de la société israélienne ont été mises au grand jour et c'est pourquoi c'est un conflit beaucoup plus profond, d'autant plus qu'il est mené par des élites ashkénazes des deux côtés. Merci si c'était beaucoup. Uniquement des juifs orientaux ou des juifs d'origine russe, on n'aurait pas du tout la même situation. Merci Est-ce que beaucoup. cela mènera à une guerre civile ? Je ne pense pas que ce sera le cas parce que Israël est un pays qui est en conflit sanguinaire avec ses voisins et a besoin d'une unité minimum pour exister. Et donc, il y aura toujours cette question, on sera toujours sur le même bateau et tous ces pilotes qui aujourd'hui ne vont pas s'entraîner et disent qu'ils ne viendront pas, s'il y a vraiment un conflit avec l'Iran ou quoi que ce soit, eh bien ils feront le travail qu'ils doivent faire. Merci beaucoup Sami Samoucha et je vous remercie d'avoir bien voulu participer à notre émission. Je sais que votre emploi du temps est très chargé. Merci beaucoup et au revoir professeur Samoucha. Guy Poran. Je voudrais ajouter un mot par rapport à la possibilité de guerre civile. C'est quelque chose qui est vraiment inimaginable. Par contre, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il avait dit hier, Bibi Netanyahu. Il a dit il y en a des menaces de meurtre contre moi et mon famille. La police et les Shabak a déjà annoncé que ce n'est pas vrai et le fait qu'il a dit ça, ça incite beaucoup de ses supporters de faire des violences contre les manifestations. Il y a également des cas de violence ou de menaces contre les partisans de la réforme et les membres du gouvernement. Ça existe aussi dans les deux sens. Non, parce que moi, je fais partie des mouvements de manifestation. Jamais il n'y avait aucune menace de meurtre. Et également, pas seulement une menace, mais dans toutes les manifestations, 500 000 personnes, jamais une seule cas de violence des manifestants contre les gens de droite. 100% des cas, 100% des cas sont des violences de droite contre la manifestation. 100%. Le problème, il est là, c'est que vous ne regardez même pas la réalité. C'est souvent le problème qu'a la gauche, malheureusement. C'est toujours l'impression d'avoir raison et de ne pas reconnaître la réalité. Il y a eu des violences. Il y a eu une députée qui a une fille autiste qui s'est retrouvée à 7h du matin avec des gens qui sont venus à la porte de chez elle. On parle de Tali Gottlieb. Okay, c'est une violence de venir déranger des gens de bon matin, encore plus avec un enfant autiste. C'est une violence. Il y a une association qui est un think tank qui s'appelle Coëlette, qui produit des documents en papier qui ne fait rien. Qui a largement inspiré la réforme. Clairement, mais pas de violence. Ils se sont retrouvés. Non, c'est une violence. Jamais. De venir à 7h du matin devant les bureaux de Coëlette et de. Jamais de violence. Il y avait physique. dedans. Je suis désolé. Jamais. Il y avait dedans toute seule. Non, montre-nous des images de violence physique.
Je sais que la laissez gauche finir parfois aime Yom Tov bien Khalfan. fermer la bouche. Il à la n'y droite. avait pas Et de violence physique. Ça arrive dans les deux sens, S'il vous hein, plaît, Yom Tov. parler. Dans l'Institut Coëlette, il y avait une jeune enquêtrice qui se retrouvait à 7h du matin en danger avec des gens cagoulés en face qui étaient là, qui la menaçaient. Alors, il faut arrêter d'essayer de ne pas voir la réalité. Il y a aussi des débordements, y compris dans ces élites de gauche qui viennent du BCBG, qui viennent des élites blanches du pays. Il y a aussi des écarts, il y a aussi des violences. Vous avez vu les images de samedi soir dernier? Ah oui, mais moi je les ai condamnés contrairement à ce qui a été dit. J'ai dit clairement qu'il y a aussi des débordements de l'autre côté, mais il faut arrêter de dire que dans un camp il y a de la violence et pas dans pas de violence Encore une fois, il y a eu des policiers. Moi, ce que j'aimerais Il y a eu des savoir, policiers blessés. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment Yom Tov Egaï, comment éviter que ces violences ne prennent de l'ampleur, parce qu'effectivement, on arrive peut-être dans une situation de d'ébullition et de tension peut-être jamais atteinte dans la société israélienne. Il y a eu des tentatives de la part du gouvernement d'adoucir un petit peu, de modifier la réforme judiciaire. Est-ce que cela peut peut-être aboutir à calmer les esprits, tout simplement? Je ne pense pas, parce que tout le monde sait maintenant. Il essaye de faire des choses parce qu'il voit que le public ne va pas laisser passer ce type de réforme, mais les choses qu'ils vont insister de passer cette semaine, d'ici quelques jours, c'est très, très, très grave. Changer les possibilités de nommer des juges, ça veut dire la démocratie est morte. Gaël Poran, Yom Tov Khalfan, Michael Darmon, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission. Pardon? Oui. J'ai l'habitude parfois. Il était tellement mignon, il s'est fini. J'ai perdu. On parle d'un téléphone. Oui, je peux pas vivre sans lui. Soyez un peu excessive ou carrément surexcitée. Ça y est, j'ai mon téléphone. Soyez optimiste. Allez, tu vas t'allumer. Soyez réaliste. Parce qu'on peut tous avoir besoin d'un nouveau smartphone. Toutes les solutions sont chez SFR. SFR, soyez vous. Armée, police, service intérieur, service secret. Mais que savez-vous vraiment du monde de la sécurité? C'est dans ce désert, au cœur du Proche et Moyen-Orient, au cœur de tous les conflits, que tout a commencé. Mais dans cette fournaise, il n'y a pas que les températures qui grimpent, les tensions aussi.
conversation. Et ce soir, on converse des divisions qui agitent la société israélienne, notamment autour du projet de réforme judiciaire promu par le gouvernement israélien. Nous a rejoint sur ce plateau Miki Reutemann. Miki Reutemann, bonsoir. Vous êtes une des animatrices de ce mouvement de femmes que l'on voit défiler, tête baissée, avec les vêtements qui évoquent la fameuse série. C'est un roman également, La Savante Écarlate. On va parler de cet aspect du mouvement de protestation contre la réforme. Sont restés avec nous également en studio Guy Poran, ancien pilote de l'armée de l'air israélienne, animateur du mouvement de protestation, Yom Tov Kalfon également, ancien député à la Knesset du parti Yemina, et puis depuis Paris, Michael Darmon qui est resté avec nous. Tout à l'heure, on parlait des aspects un petit peu culturels, civilisationnels du mouvement de protestation, ou plutôt des divisions de la société israélienne qui se sont cristallisées, qui se sont réveillées presque autour de ce mouvement de protestation. Guy Poran, vous avez pris part à une rencontre avec d'autres pilotes de l'armée de l'air israélienne, rencontre avec des rabbins du sionisme religieux, peut-être même de l'aile la plus à droite du sionisme religieux. J'aimerais qu'on regarde des extraits de cette rencontre. On vous y voit d'ailleurs prononcer ces paroles. Regardez. Depuis que les partis religieux ont pris part au dialogue politique entre la gauche et la droite, et que j'ai été catalogué comme un juif de seconde catégorie, car de gauche, je n'ai pas mis un pied dans une synagogue. Vous m'avez transformé en un adversaire sournois. Depuis 30 ans, moi, j'ai l'impression de vivre sous une dictature. Et elle ne représente pas la majorité, mais plutôt n'est le fruit que d'une infime minorité qui ne passe d'ailleurs pas le taux de pourcentage nécessaire pour siéger à la Knesset. C'est ça, la véritable dictature, depuis 30 ans. Et son président en est Aaron Barak. Voilà, Aaron Barak, pour nos spectateurs, c'est l'ancien président de la Cour suprême et c'est lui qui a été l'instigateur de ce que l'on a rappelé la révolution judiciaire dans les années 90, qui consistait à donner à la Cour suprême des prérogatives élargies, notamment en matière d'abrogation de lois votées par la Knesset. Guy Poran, là, le débat avec ces rabbins était placé sur le plan identitaire, civilisationnel. Qu'est-ce que ça signifie être juif? Dans quelle mesure on peut concilier la judaïté, la démocratie? On n'a pas vraiment eu le temps d'entrer au fond de questions qui sont énormes. Mais cette réunion était quand même très intéressante. C'était initié par une amie commune, Matan Kahana, qui a accepté les demandes, les requests des rabbins de nous rencontrer. Et on a vraiment apprécié le fait qu'ils voulaient de nous rencontrer. Alors on a décidé d'y aller. L'idée était de commencer à apprendre le langage de l'autre côté, un petit peu de leur point de vue, mais évidemment, c'était utilisé pour aussi dire ce que nous avons contre leur approche. Mais le truc important, c'est qu'à la fin de cette réunion de 2 heures, très, très fort quand même, on a décidé que ce sera important d'essayer de continuer ce dialogue. Et c'est ça qu'on est en train de planifier maintenant. Alors c'est formidable, mais en vous écoutant, en écoutant ce rabbin dont j'ai oublié le nom, peut-être que Eliaou. le connaît. C'était le rabbin Eliaou, c'était un autre rabbin. Rabbin Shapira. Et Yoshua Shapira, c'est bien ça. On réalise à quel point l'écart est immense entre les positions des uns et des autres. On a l'impression véritablement que vous ne vivez pas dans le même monde, notre pauvre Kalfon. Oui, il y a un fossé qui s'est créé. Moi, je suis pour ce genre d'initiative qui essaye de créer le lien. Faut dire que sur la carte politique, les partis qui créent le lien entre ces deux mondes n'existent plus. N'ont pas passé le seuil, ne sont pas rentrés dans l'actuel Knesset. C'était le cas du Machane Mamlarti avec Matan Kahana. Un petit peu d'une certaine manière, même si comme le Machane Mamlarti n'a pas dans son sein beaucoup de kippot. Je pense qu'il n'y a que Matan Kahana et je crois Zev Elkin en tout et pour tout. Elie Trooper également. Ah, Elie Trooper, oui. Mais on parle plus. Je parle du sionisme, un parti sioniste religieux central. Qui existait pendant de nombreuses années, qui s'appelait le Mafdal, et puis après le Beit Yehudi, n'existe plus aujourd'hui à la Knesset. Et donc c'est bien qu'il y ait ces initiatives entre ces rabbins qui n'ont pas voté pour le parti de Gantz, mais qui ont voté probablement pour le parti de Smotrich, et les pilotes pour, créer ces liens, parce qu'en fin de compte, on vit tous dans le même pays. Yom Tov et Guy également, mais qu'il a l'écart entre ces représentants de l'Israël laïque, ces pilotes, et les représentants de l'Israël très, très observants, très conservateurs, parfois il
il s'exprime justement sur la question des droits des femmes, et j'aimerais que l'on voit des images qui sont très marquantes et qu'ont marqué les Israéliens, et même au-delà, puisqu'elles sont devenues même dans le monde entier un petit peu le symbole, l'emblème ou l'un des emblèmes du mouvement de protestation contre la réforme. Ces femmes en rouge, elles sont de plus en plus présentes, de plus en plus nombreuses également dans les rassemblements. Encore une fois, elles défilent tête baissée, une manière de symboliser l'humiliation peut-être qu'elles risquent de devoir ressentir dans un cadre de prise de pouvoir un petit peu dictatorial qu'elles dénoncent. Mais est-ce que on ne va pas un petit peu trop loin, Mickey Roitman? Parce que lorsqu'on a en tête les images, le scénario de La Servante écarlate, le livre et la série, eh bien, elle décrit une dictature terrible dans lesquelles les femmes sont devenues des objets qui servent uniquement, voilà, cette image est très parlante, des objets qui servent uniquement à procréer. Est-ce que véritablement il y a un risque que l'on se rapproche même un tout petit peu de ce genre d'extrémité? On le voit déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui à la Knesset, on a des lois qui excluent les femmes de l'espace public, dans les autobus, dans les piscines, des plaintes du député Rothman contre l'arrêt Alice Miller. Il dit que c'est parce qu'elle est gentille que la Cour suprême l'a laissé devenir pilote. On veut nous exclure de la société pour contenter 20% de la société, et bien on exclut 50% d'autres, les femmes. Mais Michael Darmon, depuis Paris, l'usage de ce symbole, celui de la Servante écarlate, ne vous paraît-il pas, et est-ce que c'est pas le regard d'ailleurs que l'on porte sur ce mouvement en France, un petit peu trop exagéré, étant donné, encore une fois, que le monde dystopique décrit par le roman et la série est véritablement un monde cauchemardesque? Oui, on peut comprendre effectivement que la force du symbole est là pour frapper les esprits. Un symbole, c'est pas fait pour être tiède. Donc, bien évidemment, il y a un choix qui est fait de pouvoir interpeller, de pouvoir provoquer. Je note que c'est intéressant de voir que cette fois-ci, le symbole puise dans l'univers fictionnel et romanesque qui est maintenant en grande partie le nôtre, en l'occurrence celui de cette série. Je me rappelle également d'une autre manifestation récurrente de femmes qu'on appelait les femmes en noir à l'époque de la première intifada, qui elle puisait dans l'attitude des femmes en Argentine qui luttaient contre l'occupation politique. Donc on voit bien contre la dictature, on voit bien qu'effectivement il y a des registres différents. Toujours est-il que ça quand même, je pense, correspond au sentiment d'une partie de la population israélienne la plus libérale, la plus progressiste, celle qui considère qu'effectivement les projets, en particulier ceux d'abolir les lois ou la ségrégation ou de dépénaliser la ségrégation tels qu'ils existent, on verra s'ils aboutissent ou pas, sont de toute façon de nature à suspendre l'état de droit, à suspendre l'ambiance, je dirais, libérale, libre, qui existe aujourd'hui en Israël. Et tout à l'heure, vous faisiez allusion, et on voyait la réunion entre les pilotes, les anciens pilotes de ligne et les rabbins. Je dois dire que c'est très triste de voir qu'il a fallu ce genre de réunion et ce genre de dialogue qu'on a entendu, parce qu'il fut une époque où ces discussions existaient sous les tentes de militaires à l'armée, parce qu'il y avait des représentants du Parti national religieux qui a été évoqué, il y avait des gens qui se réclamaient de ce que le Rav Kook avait théorisé, le sionisme religieux, accepter cet État laïque pour pouvoir quand même participer à quelque chose de commun, et on voit bien que c'est éclaté. Je voudrais vous montrer que dans la réunion, nous avons insisté qu'il y aura une femme avec nous. Et les rabbins sont acceptés ça. C'est une femme religieuse. Rachel Azaria. Voilà, Rachel Azaria. Et l'important, c'est qu'elle a presque crié, parce que les choses qui étaient demandées par les rabbins, par rapport... Elle a presque pleuré, vous voulez dire peut-être? Almost, she almost cried. Et l'important, c'est que un des rabbins qui était là-bas, c'est quelqu'un qui a dit qu'il faut annuler les décisions, les règles qui ont été faites par les gouvernements précédents, qui dit que c'est pas possible de faire déclarer les femmes
Hadarat Nashim. Une mise à l'écart des femmes. Les mises à l'écart. Il a dit c'est bien d'annuler cette règle. On a les droits des mises à l'écart des femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a été là-bas pour écouter. Et nous avons. C'était terrible. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable en l'occurrence et je pense que grâce à Dieu en Israël nous vivons dans un pays libre et avec une liberté totale pour les femmes. Certes, il y a des initiatives, il y en a eu une à la Knesset concernant vérifier comment les femmes sont habillées à l'entrée du kotel. Dès qu'elle a été évoquée, elle a fait tout de suite scandale, elle a été retirée donc des propositions. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une Knesset et encore un pays assez dynamique, on ne laissera pas ce genre d'initiative. Mais juste pour répondre par rapport à la position de ce rabbin, il y a oui une demande de la part des rabbins et aussi de la part des femmes religieuses du droit à la mise à l'écart. Je m'explique. Aujourd'hui, une femme Haredia ultra-orthodoxe ne peut pas assister à un concert, par exemple, mixte. Je vous interromps parce que j'aimerais qu'on commente. On va revoir ce dessin du caricaturiste Guy Mora de Yedot Achronot. Voilà, c'est une limitation de la liberté guidant le peuple, le fameux tableau de la croix. Et là, on voit que c'est un pilote, justement, qui guiderait le peuple dans la révolte avec donc une femme vêtue comme la savante écarlate et puis une jeune personne de la haute technologie, de la high-tech, qui brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Sans démocratie, pas de haute technologie ». Et puis derrière, le drapeau des fiertés, également le drapeau israélien, le drapeau national. C'est un petit peu de Bastille. C'est un petit peu élitiste. Hein, non, mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a eu un mouvement dans le public religieux qui en réalité, à cause d'un féminisme parfois peut-être un peu trop militant, fait qu'en réalité les femmes qui souffrent le plus dans ce pays de discrimination sont les femmes religieuses. Pourquoi ? Parce qu'une femme religieuse ne peut pas aujourd'hui assister à un concert mixte pour des raisons religieuses. Et lorsqu'elle demande à faire un concert séparé, c'est annulé par les juges. Les femmes militantes s'y opposent et en réalité elles veulent imposer une doxa féministe qui dit que non, c'est impossible qu'un événement culturel séparé homme-femme vienne mettre en avant les femmes. Et en réalité, en faisant ça, les premières victimes de cela, ce sont ces femmes religieuses qui ne vont pas arrêter d'être religieuses et qui ne vont pas arrêter de garder leurs valeurs. Et on a un problème, c'est qu'en réalité, ce féminisme, en voulant défendre le droit des femmes, on porte atteinte aux femmes. J'aimerais que Miki Reutemann réagisse à ce point-là, justement. C'est un peu démagogique, désolé de le dire ainsi, c'est un peu démagogique de dire les femmes ultra-orthodoxes le veulent. Nous avons des femmes ultra-orthodoxes au sein de notre mouvement, donc de dire toutes les femmes ultra-orthodoxes veulent... Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait un événement séparé homme-femme, vous, dans votre mouvement? Parce que Merav Michaeli, par exemple, du Parti travailliste, y est opposée. Elle dit qu'il ne peut pas y avoir d'événement séparé homme-femme. Si c'est financé par des fonds publics, non. Si c'est financé de manière privée, une mairie qui voudrait organiser un concert, la mairie de Bnei Brak par exemple, ce sont des fonds publics. Bnei Brak, il n'y a pas de problème. La mairie de Bnei Brak qui va organiser un concert pour les femmes ultra-orthodoxes de Bnei Brak, elles n'ont pas le droit. C'est assez discriminatoire ce que vous évoquez là. Une mairie, ce sont des fonds publics. Mais pourquoi les femmes religieuses n'auraient pas le droit de bénéficier des fonds publics pour avoir de la culture elles aussi? Parce qu'elles sont religieuses, elles sont obligées d'être comme vous. Je ne vais pas vous demander dans une synagogue qu'il n'y ait pas de séparation, mais dans l'espace public, il ne doit pas y avoir de séparation. Il faut distinguer entre les choses saintes et les choses laïques. Quand c'est du sacré, vous pouvez faire ce que vous voulez. Yom Tov, je ne suis pas persuadé que Miki Reutemann est terminé. Un concert, c'est pas religieux. Pourquoi une femme religieuse ne peut pas assister à un concert? Miki Reutemann. Parce que vous voulez défendre des droits, mais laissez-la parler. Yom Tov Kalfon, laissez-la parler. J'aimerais réagir à cela. Aujourd'hui, au Kotel, effectivement, on peut condamner à 6 mois de prison quelqu'un qui n'est pas habillé décemment. C'était un jeu politique, on a essayé de faire repasser cette loi, mais c'est déjà la règle actuelle. Ce qu'on a essayé, c'est qu'il y ait que la séparation entre hommes et femmes au Kotel soit
soit inscrite dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux venir avec mes enfants et avec des adultes, aller au Kotel et réaliser mon droit de prier ensemble, eh ben, je n'ai pas le droit. Vous portez atteinte à mes droits. Mais là, je le comprends. Mais dans un événement public, dans un espace public, je ne le comprends pas. Je n'accepte pas. Je suis désolé, je suis assez choqué de ça parce qu'en réalité, je répète, par cette doxa, vous portez atteinte aux femmes religieuses. Aujourd'hui, on a compris votre argument, vous l'avez dit plusieurs fois déjà, mais j'aimerais que Michael Darmon depuis Paris puisse réagir. À cause de vous. J'aimerais que Michael Darmon. Un instant. Et c'est malheureux. Parce que très rapidement. Il peut faire dans la communauté comment, là où il y a beaucoup de gens qui sont laïcs et religieux, il ne peut pas. C'est pas. Michael Darmon depuis Paris. Yom Tov et Gaï, s'il vous plaît. Michael Darmon ne s'est pas exprimé depuis un certain temps. J'aimerais qu'il puisse le faire, Michael. Non, mais j'écoute avec beaucoup d'attention les débats et même les affrontements, parce que là, on est arrivé vraiment au cœur du sujet. Et j'écoute aussi avec beaucoup d'attention la rhétorique de M. Khalfan, qui évidemment est celle qui est utilisée par tous ceux qui veulent installer sur l'espace public, c'est-à-dire la séparation entre les hommes et les femmes dans l'espace public. Il n'y a pas qu'en Israël, ne croyez pas de ce point de vue-là que vous êtes au fond à l'avant-garde. Il y a d'autres pays, malheureusement beaucoup moins exemplaires, qui ont déjà installé ce genre de séparation. Ce sont les pays où le rigorisme musulman est installé. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, on voit bien qu'il y a une tentation et une tentative d'aller vers ce séparatisme religieux, parce qu'à chaque fois, c'est la femme qui paye. C'est la femme qui est l'objet politique depuis la nuit des temps, et en particulier dans les pays où il y a un problème avec l'état de droit et avec la démocratie. On voit bien que la tentation ou la tentative d'une partie aujourd'hui des autorités israéliennes est d'aller vers cette direction. Et de ce point de vue-là, on comprend aussi qu'on est, comme je disais tout à l'heure, dans une tension fondamentale. Et je ne sais pas comment elle se terminera, et c'est pas à moi de le dire, mais on voit bien que la tension, elle est fondamentale, et que c'est pas un petit discours par-ci par-là ou je dirais une concession donnée au coin d'une virgule qui va calmer les esprits. J'aimerais tout de même qu'on recentre un petit peu le débat. Est-ce que véritablement, et Michael Roitman, la question s'adresse à vous en priorité, Guy et Yom Tov vont y répondre également plus tard, est-ce que véritablement cette réforme judiciaire voulue par le gouvernement risque de remettre en cause le statut des femmes dans la société israélienne? La réponse est oui, très clairement. Si on a la clause de contournement de la Cour suprême, on pourra voter des lois discriminatoires. On pourra dire, par exemple, que quelqu'un qui a une boutique n'est pas obligé de vendre aux femmes ou de vendre à des homosexuels. Et donc, si il y a cette clause de contournement de la Cour suprême, on pourra la Knesset qu'un gouvernement pourrait véritablement légiférer et prendre des décisions qui vont vers ce genre de discrimination? Est-ce que véritablement, parce qu'il y a tout de même une possibilité pour la Cour suprême, même dans le cadre de la réforme, d'avoir son mot à dire? Alors, commençons par ça. Alors, dans le cadre de la réforme, la Cour suprême ne pourra pas réagir parce que le gouvernement, enfin la Knesset plutôt, pourra dire qu'elle n'a pas raison, elle pourra la contourner. Et ces lois sont d'ores et déjà écrites par la coalition. Il y a déjà des propositions de loi qui sont à la Knesset. Ce sont des lois qui existent, qui sont en préparation. On les voit déjà aujourd'hui. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir des heures de baignade séparées dans les parcs nationaux? Non, ils veulent annuler ça aussi. Le mouvement féministe, ultra féministe, veut annuler ça. Il y a eu une piscine qui a fermé à Kiryat Arba à cause de cela. Un exemple personnel. Vous voulez alors faisons des heures séparées au Kotel pour que je puisse venir aussi avec ma famille? Encore une fois, et puis cette relation donnant-donnant, je suis désolé, c'est pas parce que il y a dans les synagogues une séparation que vous allez empêcher les femmes religieuses d'avoir le droit. Vous portez atteinte aux femmes. Vous avez pas la moindre empathie envers les femmes religieuses. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai l'impression que vous ne défendez uniquement
pour défendre les J'aimerais femmes que non Miki- religieuses, vous êtes j'aimerais prête à que porter Miki atteinte puisse- aux femmes religieuses. J'aimerais que Miki puisse répondre parce que ça c'est un argument que vous avez exprimé maintes et maintes fois, mais. Non, mais il a été aussi c'était très caricatural du côté de Michael Darmon. S'il vous plaît, Yom Tov. Bon, je suis 1 contre 5 ici. Il y a 5 personnes qui ont la même opinion autour de ce plateau. Enfin, vous 3 et 4, 1 contre 4. Je trouve ça assez désagréable. Je suis un journaliste de pas pouvoir d'une exprimer neutralité l'autre. exemplaire, Et mais j'ai envie d'établir un dialogue avec Non, mais moi, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous avez la moindre empathie je suis Est-ce une que vous femme avez la face à moindre 4 hommes, empathie envers les femmes religieuses? C'est qui demande la question? Une femme religieuse qui veut se baigner, elle n'a pas le droit de se baigner avec des hommes par ses propres croyances à elle, pas celles de son mari. Laissez à Miki répondre. J'ai beaucoup d'empathie pour les femmes religieuses. Il y a des plages spéciales où on peut se baigner séparément. Il y en a à Tel Aviv, par exemple, ça existe. Mais prendre le contrôle de l'espace public d'une manière générale et dire on pourra le faire partout et toute mairie qui pourra utiliser les fonds publics pour faire ce qu'elle veut et séparer les hommes et les femmes, en fin de compte, on dit ce sont les droits des femmes. Et ce qui se passe en fin de compte, c'est qu'on va avoir des événements uniquement pour les hommes où les femmes ne pourront pas participer. Lorsqu'il y a une rencontre entre pilotes et rabbins, il y a une seule femme qui a le droit de participer. Pourquoi une seule femme? Qu'il y en ait 10. Voilà, il faut dire, nous sommes 51% de la population, donc nous avons 51% de l'espace public. Pas seulement au gouvernement, par exemple les directeurs généraux de ministères, il n'y en a aucune femme. Comment est-ce qu'on peut se préoccuper des questions, des problèmes des femmes s'il n'y a pas de femmes au pouvoir, s'il n'y a pas de femmes au sein de l'administration? Voilà, plus que ça, jusqu'il n'y a pas longtemps, les partis religieux ont eu le droit d'éliminer la participation de femmes dans leur parti. Il y avait une Cour suprême, il y avait une attira à Cour suprême, un recours devant la Cour. Voilà, qui a enforcé de laisser entrer les femmes dans leur parti. Mais ça, vous parlez des partis chasse et d'outre-Tombe, voilà, des par partis exemple, orthodoxes. oui, parce que pour eux, les femmes sont deuxième catégorie des hommes humains. C'est pas des gens qui ont le droit de s'exprimer. Et ils sont 50% de la population. C'est tout de même un problème. Regardez-moi, personnellement, là où vous mettez mal à l'aise, c'est dans votre dogmatisme. Moi, j'étais très fier d'être membre d'un parti dirigé par une femme, Ayelet Shaked. 50% des membres de mon parti étaient des femmes. On était le seul parti à avoir 50% de femmes, avec le Parti travailliste. Encore une fois, et je suis religieux. Et j'étais très fier en tant que religieux d'être membre d'un parti dirigé par une femme. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est que dans votre combat de femme libérale, vous écrasez la femme religieuse. Ça, et vous lui enlevez ses droits. À cause de vous, des femmes religieuses ne peuvent pas aller se baigner séparément. C'est pas leur mari qui les impose. Il y a des femmes qui ont ces croyances. À cause de votre combat, il y a un concert qui a été un point. À chaque fois que j'ouvre la parole, oui, mais c'est toujours le même argument. Il y a un concert à Tel Aviv. Il y a un concert à Tel Aviv qui a été organisé par des fonds publics, par la mairie de Tel Aviv, pour les ultra-orthodoxes de Tel Aviv. Hommes, femmes, enfants. Et comme tout événement ultra-orthodoxe, ce concert était séparé. Il a été annulé à cause de... Donc ces enfants ultra-orthodoxes de Tel Aviv n'auront pas eu leur fête. Ces femmes ultra-orthodoxes n'auront pas eu leur fête. Sous prétexte de défendre des valeurs libérales et de défendre des droits, vous en écrasez d'autres. Et ça me désole. Yom Tov, Miki Rockman, allez-y. Répondez à cet argument. Tout d'abord, vous parlez au nom des femmes. Alors, amenez une femme ultra-orthodoxe. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas parler au nom des femmes ultra-orthodoxes. Il y a des... montrez-moi des femmes ultra-orthodoxes qui ont été élues, qui diront qui êtes-vous pour vous exprimer. Baigner séparément ou assister à des concerts séparés? Elles peuvent se baigner séparément. Il y a des plages séparées et des horaires aménagés dans la piscine. Dans une piscine, encore une fois, qui est à Tarba, parce qu'il y a eu un problème d'horaires séparés, et ben ils ont préféré fermer la piscine parce qu'il y a eu une décision du tribunal qui voulait là aussi empêcher les horaires séparés. Moi, j'habite dans une ville. Il y a quelques semaines, l'événement a été annulé. Et alors vous dites que les femmes religieuses, je ne parle pas en leur nom. Moi, je pense oui parler en leur nom parce que j'en ai dans mon entourage et je pense que c'est ce qu'elles pensent. Et j'étais membre d'un parti où il y avait des femmes religieuses. On a compris. Guy, ou Miki peut-être, allez-y. L'argument notre Kalfon, effectivement, il y a des femmes religieuses qui veulent la séparation dans les événements culturels. Tous les partis religieux disent nous parlons au nom de nos femmes. Et où sont leurs femmes? Leurs femmes ne sont pas représentées. Donc laissez les femmes parler.
Et peut-être qu'on pourra arriver à un compromis. Pour l'instant, vous ne laissez pas les femmes parler. Donc ne parlez pas au nom des femmes. Les femmes n'existent pas dans la société ultra-orthodoxe. Et tant qu'on ne les laissera pas parler, on n'a pas de quoi débattre. La demande On de les cache. plage qui dit Monsieur Khalifa, le problème c'est qu'il y en a de plages, même à Tel Aviv, qui est très laïque. Pour les religieux, le problème c'est qu'il veut avoir beaucoup de plages. Des événements culturels, et effectivement dans le monde haredi, le principe d'une séparation entre hommes et femmes est un principe qui est central. Parce que Tel Aviv, c'est une ville qui est, il y en a beaucoup, les majorités sont laïques. À Bnei Brak, on en arrive à la fin de l'émission. On en arrive à la fin de l'émission. Laisse-moi finir. S'il faut un conseil. On va laisser le mot de la fin. On va laisser le mot de la fin. On va laisser le mot de la fin. Non, mais on peut pas comme ça. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Mickey. Moi, donne un exemple du monde universitaire. Il y a des études qui sont séparées et maintenant on demande que des professeurs de sexe femmes Merci, Mickey Rothman. Merci, Gaël Boran. Merci.